J'ai empoisonné le champagne de mon frère aîné ce soir-là, sous les lustres de cristal de notre hôtel particulier parisien, pendant que les invités riaient de ses blagues grasses sur l'héritage familial. Il s'est écroulé comme un pantin au fil coupé, les yeux écarquillés sur le secret que je lui murmurais à l'oreille. C'était toi, depuis le début. Et moi, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement levé mon verre vide vers le plafond, toast à la clause 8 qui allait tout engloutir. Paris, cette ville de lumière factice, m'a vu naître dans la trahison, et c'est elle qui assistera à ma vengeance, clause par clause, jusqu'à ce que le sang de notre lignée souille les pavés de la Seine. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous lisez ceci, c'est que le poison a déjà fait son œuvre, ou que la clause 8 a révélé ses crocs. Mais commençons par le commencement, car les commencements en France sont toujours chargés de cette hypocrisie raffinée que nous affectionnons tant. Né en 1985 dans le 7e arrondissement, au cœur de ce Paris éternel où les bourgeois se pavanent comme des pans efflanqués, j'ai grandi dans l'ombre imposante de mon frère aîné, Étienne. Lui, l'héritier naturel, le fils prodigue qui avait su charmer notre père avec ses airs de dandy fauché et ses promesses de grandeur. Moi, le cadet invisible, celui qui lisait Balzac la nuit pendant qu'il draguait les mannequins dans les bars de Saint-Germain-des-Prés. Notre père, Armand Duval, était un magnate de l'immobilier, un de ces requins qui avaient transformé les ruelles sordides de Belleville en loft pour bobos aisés. Il avait bâti un empire sur des fondations de mensonges, des expropriations forcées, des pots de vin glissés dans les poches de fonctionnaires corrompus, et un meurtre. Oui, un meurtre qu'il avait enterré plus profondément que les catacombes. J'avais 10 ans quand c'est arrivé. Une nuit d'orage en 1995, notre mère, Élise, avait surpris Étienne en train de fouiller dans le bureau de père. Elle l'avait surpris avec une lettre, une preuve que notre oncle, le frère cadet de père, avait été éliminé pour avoir menacé de révéler les fraudes fiscales qui finançaient notre train de vie opulent. Élise, cette femme fragile aux yeux verts comme la Loire en crue, avait hurlé. Étienne, 16 ans à l'époque, paniqué, l'avait poussé dans les escaliers. Un accident, avait-il juré. Mais moi, tapi dans l'ombre du couloir, j'avais vu le calcul dans son regard, un sourire fugace, comme s'il avait enfin gagné une partie d'échecs contre le destin. Père avait étouffé l'affaire. Autopsie falsifiée, deuil national fin, et Étienne promu au rang de saint. Moi, j'ai porté le poids de ce silence comme une croix. À l'école, on me chuchotait le frère de la veuve, et je souriais, enfonçant mes ongles dans mes paumes jusqu'au sang. Étienne, lui, volait de succès en succès, Sciences Po, puis un poste chez Rothschild, mariage avec une héritière du cognac, et enfin, l'adoption de ce neveu, non, son neveu, Victor, un gamin ramassé dans les orphelinats de Lyon après la mort de notre cousine dans un accident de voiture. Victor, ce petit serpent aux yeux froids, que Étienne avait choisi comme successeur, modelé à son image perfide. Les années ont passé, et j'ai gravi les échelons à ma manière, avocat pénaliste, spécialisé dans les affaires tordues des élites parisiennes. J'ai défendu des politiciens accusés de pédophilie, des banquiers englués dans le blanchiment, et chaque victoire était un pas de plus vers la clause 8. Ah, la clause 8. Ce joyau dissimulé dans le testament de père, rédigé par son notaire complice en 2005, juste avant son infarctus suspect. En cas de trahison avérée au sein de la famille, le cadet aura le droit de revendiquer l'ensemble des biens, y compris les secrets enfouis, sous peine de divulgation publique. Père savait. Il avait flairé la pourriture chez Étienne, et il m'avait légué cette arme empoisonnée, codée en latin dans les marges d'un faux codicille. Mais Étienne était rusé. Quand père est mort, il a manipulé le notaire, falsifié des documents, et proclamé Victor comme unique héritier. Lucien est trop instable, avait-il déclaré lors de la lecture, ses lèvres pincées en un sourire de requin. Instable? Moi, qui avais passé des nuits à éplucher les archives pour prouver que la chute de mère n'était pas un accident. Moi, qui avais géré en silence les dettes occultes de l'empire familial pendant qu'il paradait à Cannes. Non, c'était sa peur. Peur que je creuse trop profond, que je trouve la lettre d'oncle Henri, cachée dans le coffre-fort de la banque de la rue de Rivoli. Ce soir-là, au gala de l'association des propriétaires parisiens, dans les salons lambrissés de l'hôtel Plaza Athénée, tout a basculé. Étienne, rayonnant dans son smoking sur mesure, levait son verre pour annoncer l'adoption formelle de Victor comme fils et successeur. Les invités, ces hyènes en tailleur Chanel, applaudissaient, ignorant que le champagne servait été le Dom Pérignon 1982, le préféré de mère, que j'avais saupoudré d'une dose infime d'anticoagulant, acheté sous un faux nom à une pharmacie de banlieue. Il a trinqué avec moi, fraternellement, ses yeux pétillants de triomphe. À la famille, Lucien. À Victor, notre avenir. J'ai souri, et j'ai bu à mon tour, vidéant mon verre d'un trait. Puis, alors que la musique de l'orchestre montait, un val de Ravel, ironie du sort, il a vacillé. Ses mains ont agrippé mon épaule, et il a murmuré « Qu'est-ce que tu as fait ?»
J'ai approché mes lèvres de son oreille, comme un amant confiant. Je rends justice, Étienne. Pour mère. Pour oncle Henri. Et la clause 8? Elle va te dévorer vivant. Il s'est effondré sur la moquette persane, un râle étouffé dans la gorge. Les invités ont hurlé, pensant à une crise cardiaque. J'ai reculé, impassible, tandis que les ambulances hurlaient dans la nuit parisienne. Victor, ce gamin de 18 ans aux cheveux gominés, m'a fusillé du regard depuis l'autre bout de la salle. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Étienne l'avait formé, ce petit monstre, lui avait enseigné l'art du double jeu. Mais ce n'était que le début. La clause 8 exigeait des preuves, et j'en avais des montagnes. Enregistrements, lettres, témoignages achetés à prix d'or. Les jours suivants ont été un tourbillon de deuil fin et de police discrète. L'autopsie, oh, l'ironie, a conclu à un empoisonnement accidentel, une allergie non déclarée au sulfite. J'ai ri seul dans mon appartement du Marais, face à la fenêtre donnant sur la place des Vosges. Étienne avait toujours été négligent avec ses allergies. C'était son talon d'Achille, un secret que seul un frère pouvait exploiter. Victor, désormais orphelin de père adoptif, a hérité provisoirement de l'Empire, mais les avocats ont convoqué une réunion d'urgence. La clause 8, ai-je déclaré au notaire, un vieil homme aux lunettes cerclées d'or, doit être activée. Trahison avérée, meurtre de notre mère en 1995. Le silence qui a suivi était palpable, comme l'air lourd avant un orage sur la tour Eiffel. Victor a bondi, mensonge. Mon oncle Lucien est fou de jalousie. Les yeux du notaire ont glissé vers moi, et j'ai sorti la lettre. Celle d'oncle Henri, tachée de sang imaginaire, décrivant comment Étienne avait comploté contre lui. Faux? Peut-être. Mais la clause ne demandait pas la vérité absolue. Elle exigeait le doute, et le doute, à Paris, est une arme plus affûtée qu'un guillotine. Tandis que les scellés étaient apposés sur les biens familiaux, j'ai senti le premier frisson de la vengeance véritable. Ce n'était pas la mort d'Étienne qui me comblait, non, c'était la lente érosion de tout ce qu'il avait construit. Victor, ce neveu choisi, allait payer le prix de son sang impur. Et moi? J'étais le fantôme de la famille Duval, revenu des abysses pour réclamer mon dû. Mais laissez-moi vous conter les nuits qui ont suivi. Paris, la nuit, est une maîtresse cruelle. J'errais le long des quais, le Tibre fumant dans ma main, écoutant le murmure des touristes ignares. Chaque ombre me rappelait mère, ses rires étouffés, ses pleurs secrets. Étienne l'avait tué pour un héritage qu'il n'avait même pas encore touché. Et Victor? Ce gosse, élevé dans le luxe volé, avait-il participé? Les emails que j'avais piratés. Oui, j'ai mes méthodes, un hacker de Montmartre pour quelques billets, montraient des conversations codées. Le cadet fouille trop. Éliminons-le comme l'autre. L'autre. Mère. Oncle Henri. La clause 8 n'était pas qu'une formalité légale. C'était un piège tendu par père, un sadique raffiné qui haïssait Étienne autant que je l'aimais, à ma manière tordue. Elle stipulait non seulement la saisie des biens, mais aussi l'ouverture d'un dossier familial. Tous les secrets exposés au tribunal, sous peine de nullité. J'ai déposé la requête au palais de justice, place Dauphine, sous un ciel de plomb. Le greffier, un homme au nez busqué, a haussé un sourcil. Monsieur Duval, cela va faire des vagues. Des vagues? Un tsunami, plutôt. Les journaux, Le Monde, Libération, ont titré « Drame chez les Duval, empoisonnement ou malédiction familiale ». Victor a contre-attaqué avec un avocat vedette, Maître Lefebvre, ce requin de la rive gauche connu pour avoir fait acquitter un ministre dans l'affaire des écoutes. Mon client, Victor Duval, nie toute implication. Lucien Duval est un mythomane vengeur. Vengeur? Oui. Mythomane? Attendez la suite. Les audiences ont commencé par un matin brumeux d'octobre, dans la salle des pas perdus du tribunal de Paris, où l'odeur de vieux papier et de sueur anxieuse imprègne l'air comme un parfum bon marché. J'étais assis au banc des plaignants, flanqué de mon propre avocat, une femme acérée nommée Claire Beaumont, qui avait la réputation de décapiter les témoins d'un seul regard. Victor, en face, jouait l'orphelin éploré, ses yeux rougis par des larmes de crocodile, des gouttes artificielles, j'en étais sûr, achetées en pharmacie comme mon anticoagulant. Le notaire a témoigné en premier, sa voix chevrotante récitant la clause 8 comme un exorcisme raté. Armand Duval a inséré cette disposition en 2005, après une dispute familiale. Il craignait une « trahison interne ». Point. Les murmures ont enflé dans la salle. Journalistes, curieux, et même une poignée de nos anciens employés. Ces ombres loyales que Étienne avait licenciées pour économiser des clopinettes. Puis, mon tour. J'ai gravi les marches de la barre, sentant le poids des regards comme des chaînes. Votre honneur, ma mère, Élise Duval, n'est pas tombée. Elle a été poussée. Par Étienne, pour couvrir ses crimes.
Un hoquet collectif. Victor a bondi, objection. Calomnie. Mais Claire a glissé une photo sous les yeux du juge. Celle de l'escalier, granuleuse, issue d'une vieille caméra de surveillance que j'avais fait restaurer par un expert en numérique. On y voyait l'ombre d'Étienne, la main tendue, et le corps d'Élise basculant. Pas de preuve irréfutable, mais assez pour semer le doute. Le juge, un homme chauve aux lèvres minces comme un rasoir, ajournait l'audience. Dehors, les flashs crépitaient comme des coups de feu. Victor m'a attendu dans le couloir, flanqué de 2 gorilles en costard. « Tu vas payer pour ça, oncle Lucien. Papa t'a toujours dit que tu étais faible. » Faible? J'ai ri, un rire sec qui a résonné contre les marbres froids. Ton papa a choisi un bâtard comme toi parce qu'il savait que son propre sang était pourri. Mais la clause 8 ne ment pas. Il a pâli, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Une peur enfantine qui m'a presque attendri. Presque. Les jours suivants ont été un balai de coups bas. Victor a lancé une enquête privée sur moi. Mes liaisons adultères avec une juge de Nanterre, mes dettes de jeu au Cercle Haussmann, même une rumeur sur une affaire de drogue datant de mes années folles à la Sorbonne. Le Monde a publié un portrait assassin. Lucien Duval, l'avocat maudit, traîne son frère dans la boue pour un héritage empoisonné. Les dîners mondains m'ont fui, les salons de Neuilly m'ont fermé leurs portes. Paris, cette garce volage, m'avait tourné le dos. Mais j'avais mes atouts. Dans les sous-sols humides des archives nationales, j'ai exhumé le dossier d'oncle Henri, un rapport de police étouffé, accusant Étienne d'avoir saboté les freins de sa voiture en 1992. Accident, concluait le flic corrompu, mais les analyses mécaniques, que j'avais fait expertiser, montraient des traces de sabotage. J'ai déposé cela au tribunal, et soudain, Victor était sur la défensive. Ses avocats ont tenté de discréditer l'expert, un vieux bricoleur de banlieue, mais Claire l'a transformé en héros. Monsieur Duval n'agit pas pour l'argent, mais pour la vérité. La clause 8 est sa boussole morale. Morale? À Paris, la morale est un mot qu'on utilise pour masquer la cupidité. Victor a riposté en révélant un secret à moi. Lors d'une conférence de presse bidon à l'hôtel Lutetia, il a exhibé une lettre de père. Lucien a toujours été jaloux. Il a tenté de me tuer en 2010, avec une overdose de médicaments. Mensonge pur. J'avais visité père à l'hôpital ce jour-là, oui, mais pour lui lire Victor Hugo, pas pour l'achever. Pourtant, le doute s'est insinué. Les jurés, ces bourgeois du 16e, avec leurs airs supérieurs, m'ont regardé comme un parricide en puissance. C'est alors que le premier lacet s'est resserré. Une nuit, rentrant de chez Lippe où j'avais noyé mes soucis dans un choucroute garni arrosé de Riesling, j'ai trouvé mon appartement saccagé. Pas volé, oh non, mais méthodiquement fouillé. La lettre d'oncle Henri avait disparu. Victor. Ce petit salaud avait ses complices, des voyous de la Courneuve, payés pour infiltrer. J'ai appelé Claire à 3 heures du matin, ma voix rauque de rage. Il joue sale. On contre-attaque. Le contre était un coup de maître. J'avais anticipé, une copie numérique de la lettre, uploadée sur un serveur anonyme à Genève. Mais plus que ça, j'avais un témoin, Marie, la gouvernante de notre enfance, une bretonne coriace qui avait vu la chute de mer. Âgée de 70 ans, elle vivait désormais dans un HLM de la Goutte d'Or, oublié par Étienne qui ne lui avait pas versé un centime de pension. Je l'ai retrouvée penchée sur son poste de télévision, diffusant un feuilleton turc. Madame Le Goff, rappelez-vous 1995. Étienne dans l'escalier. Ses yeux s'embuaient. Le petit diable. Il l'a poussé, oui. Pour le coffre. J'ai vu ses mains. Elle a accepté de témoigner, pour une somme modeste, pas pour l'argent, jurait-elle, mais pour laver l'honneur d'Élise. Au tribunal, son récit a été un coup de tonnerre. Victor hurlait, elle ment, une vieille folle. Mais les jurés, ces âmes sensibles, ont versé des larmes. La clause 8 avançait, inexorable comme la marée montante sur les plages de Deauville. Pourtant, Victor n'était pas fini. Il a lutté, oh comme il a lutté. Une semaine plus tard, un scandale a éclaté. Des photos de moi, ivre mort dans un bar de Pigalle, en train d'insulter le portrait d'Étienne. Falsifié? Bien sûr. Mais l'opinion publique, cette putain versatile, a basculé. Des manifestations sporadiques devant le tribunal, justice pour Étienne. Duval assassin. J'ai reçu des menaces, lettres anonymes tachées de vin rouge, appels nocturnes avec des respirations haletantes. J'ai craqué une fois, une seule. Dans les jardins du Luxembourg, sous les statues impassibles, j'ai confronté Victor. Il promenait son chien, un lévrier afghan ridicule, symbole de son ascension sociale. Tu vas tomber, neveu. La clause te bouffera tout cru. Il a souri,
Ce sourire hérité d'Étienne, froid comme la pierre de la Concorde. Et si je te disais que j'ai la vraie clause 8? Celle que grand-père a réécrite en secret. Elle te déshérite, oncle. Pour folie. Mon cœur s'est arrêté. Une réécriture? Père, ce manipulateur, aurait-il pu? La nuit qui a suivi, je n'ai pas dormi. J'ai fouillé mes souvenirs. Les derniers mois de père, ses murmures paranoïaques, ses regards fuyants vers Étienne. Était-ce possible? Ou un nouveau mensonge de Victor, pour me briser l'âme avant le corps? L'audience suivante promettait d'être décisive. J'ai prié, oui, moi, l'athée parisien, devant la cathédrale Notre-Dame, encore noircie par l'incendie de 2019, symbole de résurrection ratée. Si tu existes, donne-moi la force. Et la force est venue, sous la forme d'un coup de fil anonyme, rendez-vous au Père-Lachaise, minuit. Apportez du cognac. Le Père-Lachaise, ce cimetière gothique où reposent les fantômes de Paris, Chopin, Piaf et bientôt, peut-être, Étienne, est le lieu parfait pour un rendez-vous clandestin. La lune filtrait à travers les cyprès tordus, jetant des ombres comme des doigts crochus sur les tombes. J'avais emporté une flasque de cognac frappin, millésimé 1972, l'année de ma naissance, comme un talisman contre les trahisons. L'homme qui m'attendait était un spectre. Paul, l'ancien chauffeur de père, un Alsacien bourru aux cicatrices de guerre sur les phalanges. Paul, qu'est-ce que... Il m'a fait taire d'un geste, jetant un œil vers les allées sombres. Victor vous traque, patron. Il a mis des types sur vous. Patron. Ce mot, après tant d'années, m'a serré la gorge. Paul avait conduit notre famille de Versailles à Deauville, témoin muet des disputes, des amours illicites. J'ai vu la lettre, en 1995. Étienne l'a brûlée, mais j'en ai gardé un fragment. Dans le coffre de la bagnole. Il m'a tendu un papier jauni, froissé comme un mouchoir usé, un bout de la missive d'oncle Henri, accusant Étienne de chantage. Et la clause? La réécriture. Paul a craché par terre, sur la dalle d'Allan Kardec. Mensonge. Votre père haïssait Étienne jusqu'à son dernier souffle. Il vous a tout légué, à vous seul. Victor bluffe pour vous faire craquer. J'ai bu une gorgée de cognac, le liquide brûlant descendant comme un feu purificateur. Pourquoi maintenant? Paul a haussé les épaules, ses yeux luisants dans l'ombre. Parce que le gamin veut vous briser. Il a tué Étienne, vous savez. Pas vous. L'empoisonnement? Son idée, pour vous faire porter le chapeau et activer une sous-clause qui le lave de tout. Le monde a vacillé. Victor? Meurtre son père adoptif? Les pièces s'emboîtaient, son calme glacial au gala, son regard complice quand Étienne s'est effondré. Il avait glissé le poison dans la bouteille commune, sachant que j'en boirais aussi, mais j'avais échangé les verres, par pure intuition fraternelle. Paul a poursuivi, Étienne l'avait dressé pour ça. Élimine les Duval faibles, qu'il disait. Vous êtes le dernier obstacle. J'ai quitté le cimetière avec le fragment en poche, le cœur battant la chamade comme un tambour de la garde républicaine. Victor n'était pas une victime. Il était le serpent originel, nourri au sein de la trahison. La clause 8, dans sa cruauté, exigeait non seulement la preuve de trahison, mais aussi la purge. Tout héritier suspect pouvait être écarté, par jugement ou autrement. Père avait prévu les monstres. De retour au tribunal, l'audience était un cirque. Maître Lefebvre, pour Victor, a appelé un psychiatre à la barre. Monsieur Duval présente des signes de délire paranoïaque. Il accuse son neveu d'un matricide imaginaire. Les rires étouffés ont fusé. Claire a riposté avec Marie Le Goff, dont le témoignage a fendu l'air comme une lame. J'ai vu Étienne pousser Madame Élise. Et Victor. Ce gamin, il riait dans sa chambre après. Comme si c'était un jeu. Victor a craqué, pour la première fois. Ses poings serrés, il a hurlé. Fermez-la, vieille sorcière. Vous ne savez rien de notre famille. Le juge l'a rappelé à l'ordre, mais le mal était fait. Les jurés murmuraient, divisés. Certains voyaient en Victor un orphelin abusé, d'autres un psychopathe en herbe. Moi, je voyais l'héritage d'Étienne, la mufle, le calcul froid, passé de père en fils adoptif. Les médias ont amplifié le drame. France Inter titrait « La malédiction des Duval, fratricide ou folie ». Des pétitions en ligne circulaient « Sauvons Victor, victime d'un oncle toxique ». D'autres « Justice pour Élise, activez la clause ». Paris se chiait en deux camps, salon contre bar populaire, bobo contre prolo. J'ai reçu une lettre anonyme, de Paul, sans doute avec une photo. Victor, adolescent, posant devant la tombe de mère avec un sourire narquois. Légende, il savait. Le twist est venu lors de la pause.
Claire m'a tiré dans un couloir latéral, son visage pâle comme un linge. Lucien, j'ai fouillé les comptes. Étienne n'a pas falsifié le testament. C'est vous qui avez effacé la clause originale en 2005 pour protéger père d'un scandale. Victor à l'épreuve, vos empreintes sur le notaire SAF. Mon sang s'est glacé. 2005. L'année où j'avais surpris père en train de rédiger la clause, ivre de cognac, marmonnant sur les traîtres. J'avais volé le document pour le cacher, craignant qu'Étienne ne le trouve. Mais Victor. Comment? Claire a soupiré. Il a un informateur chez nous. Peut-être même moi, Lucien. La vengeance rend parano. Était-ce elle? Cette avocate brillante, avec ses tailleurs cintrés et ses regards complices? Paris, ville de miroirs déformants, me faisait douter de tout. J'ai passé la nuit à errer le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant comme des feux follets. La clause 8, mon salut, devenait ma tombe. Si Victor prouvait ma manipulation, je perdais tout, héritage, liberté, honneur. Le matin suivant, j'ai décidé de frapper fort. Au tribunal, j'ai demandé à témoigner à nouveau, sans Claire. Votre honneur, je reconnais avoir manipulé des documents en 2005. Pas par cupidité, mais par amour filial. Père voulait protéger la famille de la pourriture intérieure. J'ai sorti le fragment de Paul, le lisant à voix haute. Étienne Duval, traître, a comploté ma mort pour l'or. Les flashs ont explosé. Victor a blêmi, son masque tombant enfin. Mais il a contre-attaqué avec une vidéo, moi, en 2010, injectant quelque chose dans le goutte-à-goutte de père. Falsifié, bien sûr deepfake, cette saloperie moderne. Pourtant, les jurés ont hésité. Avouez, Lucien. Vous êtes le monstre, a crié Victor, les veines saillantes. Le juge a suspendu l'audience, ordonnant une expertise. Dehors, une foule hurlait, Duval dehors. J'ai fui vers le Marais, barricadé chez moi, un Colt 1911 hérité de père chargé sur la table. La vengeance, cette amante jalouse, me consumait. Victor avait gagné une bataille, mais la guerre? Elle ne faisait que commencer. Les jours d'attente pour l'expertise ont été un purgatoire laïque, confiné dans mon appartement du Marais, où les murs suintent l'humidité des siècles et les regrets des amants éconduits. Paris, dehors, bouillonnait, manifestation devant le Louvre, édito dans le Figaro clamant la décadence d'une dynastie, et des influenceuses sur TikTok disséquant la saga Duval comme un épisode de Succession, mais en plus français, avec plus de fromage et de philosophie existentielle. J'ai survécu sur du pain rassis et du calvados volé dans la cave familiale, relisant les lettres de mère, mon Lucien chéri, protège-toi des ombres. Claire m'avait abandonné, ou feint-elle? Invoquant un conflit d'intérêts. Trop de mensonges, Lucien. Tu m'as mis en danger. Dangereux? Oui, car Victor avait escaladé. Des brutes m'avaient coincé dans une ruelle près de la Bastille, me rouant de coups jusqu'à ce que je crache du sang sur les pavés historiques. Laisse tomber la clause, ou on te finit comme ta mère. Avait grogné l'un d'eux, un Malien au regard vide, payé par qui? Victor, évidemment. L'expertise est tombée comme un coup près. La vidéo était un fake, pixel truqué détecté par un algorithme de l'INRIA. Victoire. Hurlaient mes soutiens en ligne, un hashtag Justice pour Lucien grimpant au trending topic. Mais Victor, ce caméléon, a pivoté. Lors de la reprise, il s'est présenté en victime repentante. Oncle Lucien, j'ai menti par peur. Étienne m'a forcé à vous accuser. Laissons la clause dormir. Partageons l'héritage pour l'honneur familial. Les cœurs ont fondu. Les jurés, ces midinettes en robe noire, ont hoché la tête. Maître Lefebvre a enchaîné, mon client propose une médiation. Lucien Duval garde 30% des biens, Victor le reste, et le dossier familial scellé. Un murmure approbateur. Moi, j'ai vu le piège. 30%, c'est la misère pour un Duval, et le scellé en terre-mère pour toujours. Non, ai-je déclaré, la voix ferme comme le granit de Montmartre. La clause exige la purge totale. Victor est complice, il doit payer. Le chaos. Victor a feint l'évanouissement, pleurant comme un enfant sur le banc. Les médias ont basculé. Lucien Duval, le bourreau impitoyable. Une pétition pour mon internement a récolté 50 000 signatures en une nuit. Même Paul m'a appelé. Fuyez, patron. Le gamin a des flics dans sa poche. Fuir? Jamais. La nuit suivante, j'ai infiltré la maison de Victor, à Neuilly-sur-Seine, ce bunker bourgeois avec vue sur la Seine polluée. Escaladant le mur comme un voleur de Balzac, j'ai forcé la porte-fenêtre de son bureau. Là, sur le chêne massif, trônait le coffre, combinaison 1995, l'année du meurtre. Dedans,
La lettre originale d'oncle Henri, intacte, et un dossier sur moi. Photo volée, enregistrement truqué. Mais aussi, un journal intime de Victor. Jour 1. Père dit que Lucien est faible. Jour 150. J'ai mis le poison. Pour devenir le vrai Duval. Preuve irréfutable. J'ai photocopié le tout avec un mini-appareil, cœur cognant comme un marteau-piqueur. En sortant, une alarme a hurlé. Victor dévalait l'escalier, un pistolet à la main, un Beretta volé, sans doute. Tu vas crever ici, oncle. On s'est affronté dans le salon, sous le portrait d'Étienne ricanant. Tu l'as tué pourquoi? L'argent? Le pouvoir? Ai-je hurlé, esquivant une balle qui a fracassé un vase Ming. Victor riait, hystérique, pour la famille. Étienne m'a choisi, pas toi. Tu n'es qu'un raté, un fantôme. J'ai plongé derrière le canapé, attrapant une statuette de bronze, un rodin miniature, ironie cruelle. Le coup l'a assommé, juste assez pour que je m'enfuis dans la nuit, saignant d'une éraflure à l'épaule. Police arrivée, j'ai été arrêté pour effraction, mais Claire, revenue, la traîtresse, m'a tiré d'affaire, autodéfense. Et regardez ça. Elle a brandi les photocopies au commissariat. Le tribunal suivant était le climax. J'ai déposé le journal de Victor, lu à voix haute par le greffier, ses aveux crus, son admiration tordue pour Étienne. Il a empoisonné son père adoptif pour me piéger, ai-je conclu, fixant Victor menotté. Il a craqué, hurlant « Oui, et je le referai. Vous êtes tous des Duval pourris. » Les jurés étaient divisés. Certains pleuraient pour le « jeune brisé », d'autres acclamaient la justice poétique. Le juge a activé la clause 8 partiellement. Bien saisi, Victor en détention pour meurtre au second degré, moi nommé curateur temporaire. Mais le twist guettait. Dans le dossier, une note de père. Si Lucien active la clause, révèle le secret final. Il a poussé Élise, pas Étienne. Pour me protéger. Mon monde s'est écroulé. Moi, mère, un flashback. 1995, l'escalier, ma dispute avec elle sur Étienne. Avais-je? Non. Pourtant, le doute rongeait. Victor, depuis sa cellule, m'a souri lors de la visite. Tu vois? On est pareil. La clause nous unit dans le sang. Le doute, ce vers parisien, a rongé mes nuits comme l'acide sur la chair. Après l'activation partielle de la clause 8, j'ai hérité de l'Empire Duval, immeuble haussmannien le long des Champs-Élysées, vignoble en Bordelais, et un compte en banque gonflé comme un ballon de baudruche. Victor pourrissait à la santé, en attente de son procès pour meurtre, le poison d'Étienne, ses aveux dans le journal, condamné à 20 ans minimum. Les médias m'avaient couronné, Lucien Duval, vengeur ou sauveur. Des dîners repentants m'invitaient à Versailles, où les hyènes d'hier léchaient mes bottes. Mais la note de père hantait. Lucien a poussé Élise. Était-ce vengeance post-mortem ou vérité? J'ai engagé un hypnothérapeute, un charlatan du quartier latin versé dans les régressions, pour fouiller mon subconscient. Sous hypnose, les images affluaient, l'escalier, la dispute, mère hurlant « Protège-toi d'Étienne ». Ma main tendue pour la calmer, et le vide. Avais-je glissé? Poussé? Le thérapeute, moustachu comme un détective de Simon, haussa les épaules, trauma refoulé. Ou mensonge paternel. Paris, miroitante, me renvoyait mes doutes dans chaque vitrine. J'ai visité la tombe de mère au cimetière de Passy, sous une pluie fine comme des larmes de crocodile. Maman, dis-moi. Silence, seulement le coassement des corbeaux. Puis, Claire est revenue, non comme avocate, mais comme amante repentante. J'ai fouillé les archives de père. La note, forgée par Étienne en 2005, pour te briser si tu activais la clause. Il savait que tu douterais. Soulagement? Non. Colère pure. Étienne, même mort, manipulait les fils. Victor, son pantin, avait hérité de cette ruse. Lors du procès de Victor, au palais de justice bondé comme un métro à l'heure de pointe, j'ai témoigné pour la couronne. Il n'est pas brisé, il est monstrueux. Comme son mentor. Victor, en orange fluorescent, m'a fixé « Tu m'as créé, oncle ». En tuant Étienne, non, en le laissant mourir. Les jurés, ces justiciers amateurs, l'ont condamné à perpétuité assorti d'un suivi psychiatrique. Cris de joie dehors, pétards sur les grands boulevards. J'ai gagné, non? L'Empire renaissait sous mon nom. Rénovations éco-responsables à Belleville, dont aux orphelinats de Lyon, ironie pour Victor. Mais le vide persistait. Le twist final est survenu un soir de printemps, lors d'une réception au Fouquet's. Une femme s'approche, Élise, non, sa sœur jumelle, tante Margot,
que je croyais morte en 2000. Lucien, mon neveu. Père m'a exilé pour protéger le secret. Tu n'as pas poussé Élise. C'était Étienne, et moi, j'ai vu. Mais j'ai fui, par peur. Preuve. Une cassette VHS, jaunie, montrant la scène. Étienne pousse en mer, riant après. Pourquoi maintenant? Ai-je balbutié. Margot, yeux verts comme les siens, a souri tristement, parce que la clause 8 l'exigeait. Père l'a prévu pour nous réunir, les survivants. Twist, la clause n'était pas vengeance, mais rédemption. Victor, un pion sacrifié. Étienne, puni par son propre venin. Moi, libre, mais marqué. J'ai brûlé la cassette dans la cheminée de l'hôtel particulier, toast amer avec du champagne, pur, cette fois. Épilogue bikarmique. J'ai épousé Claire, adopté un enfant de la rue, et Paris m'a acclamé comme un héros ambigu. Mais certains disent que j'ai empoisonné l'âme de Victor, que la vraie trahison était la mienne. Gan Titaïcho GIANH, portant le fardeau pour tous. Hầu hay bi kịch. À vous de juger. La scène coule, indifférente, emportant les secrets vers l'océan. Fin.